Bonjour à toutes et à tous. Alfred Almandra, consultant indépendant sur les approches agiles. Ravi d'être parmi vous. Merci aux personnes qui font que ce genre d'événement a lieu, les organisateurs, les bénévoles, les sponsors et tutti quanti, ceux qui font les crêpes, etc. Aujourd'hui, je vous propose une conférence sur 3 techniques pour piloter par la valeur. Je vais spoiler la conf. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est possible, probable, que vous connaissiez les 3 techniques que je vais vous proposer. Des techniques, il en existe le tour du ventre. Elles se veulent légères, simples, ça ne veut pas dire facile. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de focaliser notre attention sur ces 3 techniques-là. Donc si vous les découvrez, tant mieux. Et si jamais vous ne les découvrez pas, d'en avoir une certaine lecture. Maintenant, si pour vous c'est évident, sentez-vous libre, à tout moment bien sûr, règle des 2 pieds, d'aller voir plus de valeur ailleurs. Pour chacune de ces pratiques, je vous propose 2 choses. La première, c'est que j'explique la pratique et j'en donne une illustration de la vie de tous les jours. Le but ici, c'est, même si c'est simpliste, c'est juste de comprendre ce qu'il y a derrière, si jamais ce n'était pas clair. Et dans la foulée, de faire un 2e exemple, mais cette fois qui est issu d'une expérience sur le terrain. Et grâce à mon timekeeper, j'espère tenir dans suffisamment peu de temps pour qu'il reste du temps pour les questions. J'espère que ça vous fasse réagir. J'espère que ce sera clair. Si ça ne l'est pas, bien sûr, on essaiera de clarifier. Mais surtout pour voir derrière en quoi ça peut être implémentable en tant qu'approche agile. L'idée, c'est qu'elle soit suffisamment simple et légère pour qu'elle soit suffisamment actionnable. Parce que si c'est pour avoir de belles idées, mais que derrière, ça ne puisse pas cranter, ce n'est pas intéressant. Ok, commençons par la première technique. Donc la première technique, c'est les critères de succès. Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Alors à une époque, j'intervenais pas mal en école, moi aujourd'hui. Et quand j'intervenais en école, à un moment donné, les étudiants posaient systématiquement la question quelle note on a eu, par exemple, à telle évaluation, à tel QCM, à tel DS, etc. Ça posait la question des révisions, savoir quoi réviser pour améliorer sa note. Et forcément, derrière, la question clé, c'était « Mais monsieur, on veut savoir notre note ». Et donc, à ce moment-là, quand ça arrivait pendant le cours, je profitais pour parler justement de cette notion de critère de succès. Je leur disais, en fait, vous vous foutez d'avoir une bonne note. Alors bien sûr, ils étaient outrés, ils me disaient, non, on veut une bonne note. Et je leur disais, non, la bonne note vous sert à avoir le diplôme. Mais ce qui compte pour vous, c'est le diplôme, ce n'est pas la bonne note. Ah oui, mais monsieur, l'un va pas sans l'autre, l'un permet d'avoir l'autre. Alors effectivement, si on suit le raisonnement, est-ce qu'avoir une bonne note dans plusieurs matières maximise les chances d'avoir le diplôme? La réponse évidente, c'est oui. Maintenant, est-ce que fondamentalement, avoir une bonne note sur cet examen, cette épreuve, ce QCM, est la seule et unique manière d'obtenir le diplôme? Là, la réponse, de mon point de vue évidente, c'est non, pas forcément, même si on peut imaginer que ce soit plus difficile. Et surtout, le corollaire, c'est est-ce qu'il existe d'autres manières d'avoir le diplôme sans forcément avoir la bonne note sur cet examen, cette épreuve? Là, potentiellement, oui. Alors du coup, bon, ça les fait réfléchir, ils se sentent un petit peu manipulés, ils ne sont pas très à l'aise, ok. Et une fois que la discussion se tasse un peu, je leur dis, en fait non, le diplôme, vous vous en foutez. Et en fait, ce n'est pas le diplôme que vous cherchez, le diplôme, vous le cherchez pour avoir un bon emploi. Ce qui compte derrière, c'est l'employabilité, c'est le fait de trouver un chouette emploi. Et ils me disent, oui, mais monsieur, le diplôme sert à avoir le bon emploi. Alors, systématiquement, hein, je reprends la même ritournelle et je leur dis, on va faire une expérience de pensée un peu extrême, hein, qui est bien sûr naïve, qui est comment dire, qui n'a pas vraiment de sens, mais juste pour l'exercice de style. Et je leur dis, je vous donne 2 possibilités. Concernant la note, soit vous avez la bonne note, mais pas le diplôme, soit vous avez le diplôme, mais pas la bonne note. Qu'est-ce que vous prenez? Oh, on prend le diplôme. Je savais. Maintenant, je vous dis, je vous propose soit le diplôme, mais pas d'emploi. Vous galérez pendant 3 ans pour trouver un CDD à l'arrache et encore compliqué, pas dans votre métier de cœur. Ou alors, vous avez le super job, mais vous n'avez pas le diplôme. Qu'est-ce que vous prenez? Oh, oui, monsieur, si ça, c'est extrême, ok, on prend le super job. Ok, là, ils commencent à comprendre, ils disent, ok, c'est le super job. Et donc, bien sûr, je leur dis, non, c'est pas le super job. Je leur dis non, je sais que parmi vous, il y en a qui veulent voyager, faire le tour du monde, qui veulent découvrir d'autres cultures, qui veulent expérimenter d'autres choses. Et donc, en fait, le job n'est qu'un moyen pour financer tout ça. Ah oui, c'est vrai que moi, ouais, blablabla, ok, vous avez compris.
Et puis on continue, je leur dis, ben non, en fait, ce que vous voulez, c'est ensuite vous caser, c'est fonder une famille, avoir une belle vie, tout ça. Et à la fin, c'est quoi? C'est être heureux. Chacun mettra ce qu'il veut derrière être heureux. Ok, bon là, ils me disent, ah monsieur, c'est philosophique, machin. Ok, je ne suis pas prof de philo, c'est pas le sujet. Par contre, je leur dis, vous avez compris ici que la finalité ultime pour tout le monde, c'est être heureux. Et entre monsieur, on veut savoir quelle note on a, et la finalité ultime, être heureux, il y a un boulevard entre les deux. Et ce boulevard, c'est justement ce qui permet d'aller chercher les critères de succès. Par contre, à l'inverse, si on prenait un exemple d'acteur, par exemple un acteur qui permet de faire des révisions type cours du soir, cet acteur, lui, son périmètre d'action, c'est j'aide par exemple à réviser en anglais, en maths, en philo, ce qu'on veut, de manière à obtenir une bonne note sur tel niveau de parcours d'études, etc. Donc c'est très focalisé, c'est vraiment très proche. Maintenant, la question que je pose, c'est cet acteur qui va intervenir sur les révisions, le fait qu'il sache ou ne sache pas ce qui se cache derrière les critères de succès de chacun pour la suite potentielle de la vie future, bien sûr, elle évoluera, elle changera, etc. Mais par exemple, si quelqu'un dit « moi, ce que je veux, c'est améliorer mon anglais parce que derrière, j'ai l'ambition d'aller travailler dans le droit des affaires à l'étranger, sur 3-4 pays différents, il faut que je sois à l'aise. » On comprend bien que ce n'est pas du tout la même chose que de dire « ok, j'ai envie de faire un peu de couchsurfing en Australie pendant 6 mois, histoire de faire un peu de l'exotisme. Et puis ensuite, je reviens, mais par contre, non, je vais bosser dans une administration française, je vais me fader la loi française. Et bon, l'anglais, ça sera peut-être nécessaire à certains moments, mais ce n'est pas tellement de sujet, quoi. Ben, vous voyez bien que le type de révision qu'on va proposer et les modalités pour y arriver ne vont pas forcément être les mêmes. Alors, ce qui est important ici, c'est que en tant qu'acteur, je n'ai la main que sur la partie du haut. D'accord ? C'est la partie qui est à ma portée. Je peux choisir quelle modalité, je peux proposer des façons de réviser, je peux proposer des contenus, et je n'ai pas la main sur la suite, je n'ai pas la main sur le tour du monde, sur les emplois, etc. Par contre, le fait de savoir ça, ça peut orienter, ça peut changer ma façon de proposer, etc. Est-ce que ça c'est clair et tout le monde est à l'aise avec ça? Oui, je vois des hochements de tête, super. Alors, la différence ici, je vais raccrocher à des mots-clés qu'on a dans l'agilité, c'est la différence entre les critères d'acceptance et les critères de succès. Les critères d'acceptance, c'est ce qui fait que, objectivement, de part et d'autre, on va s'entendre pour dire « je l'ai fait ». D'accord ? Tu m'avais demandé un boulon de 12 et le boulon, effectivement, il est de 12, avec une marge d'erreur de 0,3 machin. Ok, c'est bien le cas. Ça, on peut objectivement le dire. Les critères de succès, de mon point de vue, il n'y a que ça qui véritablement nourrit la satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas dire « oh, j'ai été content d'avoir une bonne note ou d'avoir le diplôme ». Bien sûr, ils vont le dire. Mais fondamentalement, ce qui, dans la durée, va procurer la satisfaction, c'est le fait de dire grâce à ce qu'il m'avait fait réviser, le jour où je me suis retrouvé en situation, j'étais en entretien et j'ai pu sortir la bonne analogie, la bonne métaphore, la bonne allusion culturelle propre à ce pays. Et il a tout de suite compris que je n'étais pas juste un peu fluent, mais que vraiment je m'étais intéressé à la culture. Et c'est ça qui va permettre de nourrir la satisfaction. Et on voit bien que moi, je n'ai pas la main directement là-dessus, mais le fait d'avoir été au courant m'a permis d'orienter certaines modalités. Alors en anglais, ils utilisent les mots output, outcome. Je pense que comme moi, vous les avez déjà entendus maintes et maintes fois. Il y a vraiment une différence entre ce qu'on délivre et l'impact qu'on va pouvoir procurer derrière. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de dire, dès la demande initiale, si j'arrive à travailler, découvrir, analyser, proposer, challenger les critères de succès au plus tôt, alors potentiellement, ça va changer ce que je vais être capable de proposer comme modalité, comme solution, comme produit, comme service. Petite manière pour l'implémenter, en 2 étapes. La première, c'est comment est-ce qu'on va chercher les critères de succès? Une manière très simple, c'est le côté rêve utopique, plus ambitieux que la demande initiale. C'est le fait de dire, et s'il n'y avait pas de contraintes, pas de limites, ce serait quoi les potentialités de rêver plus grand? Donc à ce moment-là, on se lâche et oh ouais, j'aimerais bien faire 3 fois le tour du monde, j'aimerais bien le faire une fois en vélo, une fois en bateau, je sais pas quoi. J'aimerais bien travailler à l'étranger, à la fois dans mon domaine, à la fois dans un autre domaine, pour plein de raisons. Et on fait parler sur ces raisons. Ça permet d'aller chercher les critères de succès. Bien sûr, c'est utopique. Bien sûr, ça paraît impossible, inatteignable, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le but. Ça permet d'aller chercher ces critères de succès. Et ensuite, comment on raccroche avec les critères d'acceptance? Eh bien, c'est qu'ensuite, quand on passe du rêve utopique et qu'on revient sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer,
eh bien, d'un seul coup, ça ouvre l'univers des possibles. Il y a eu la demande initiale, bonjour, j'aimerais A. Et en fait, on se rend compte que on pourrait proposer B, A', C, D, moult et moult options alternatives à valeur ajoutée. Là encore, suffisamment clair? Ouais, petite gymnastique, super. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Alors, pour illustrer cet exemple, je vais prendre un exemple des expériences passées. Donc, on est dans un labo pharmaceutique. Le labo fait des vaccins, des médicaments, des équipements pour les animaux, à la fois les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux sauvages. Et si on se concentre sur les chats, et si on se concentre sur les médicaments, le labo fait déjà plein de médicaments pour plein de pathologies. OK, c'est leur spécialité. Et dans le développement pharmaceutique, il y a bien sûr de la bibliographie, de la R&D, il y a de l'industrialisation, etc. Bon, je passe. Maintenant, on se retrouve sur une situation où ce labo, pour cette pathologie, pour cette espèce, pour les chats, veut un médicament, mais pas seulement le médicament, ils veulent cranter sur ce qu'on appelle l'appétence. Si vous avez été propriétaire de chat ou que vous connaissez les propriétaires de chats, vous savez combien il est difficile de faire manger, et en plus plusieurs fois, un médicament au chat. Et donc la problématique qui se pose, c'est comment développer l'appétence. Pour faire très simple, l'appétence, il y a deux choses. Il y a l'odeur et le goût. L'odeur, c'est ce qui fait qu'il y va une première fois. Le goût, c'est ce qui fait qu'il va manger jusqu'au bout. Je fais très simple, désolé. Et donc, le dilemme qui se pose ici, c'est que d'un côté, on a le business qui dit on aimerait un médicament qui soit différenciant d'un point de vue pathologique. Ça encore, c'est dans la zone de compétence. On veut développer l'appétence. Alors, l'appétence, on ne l'a jamais fait en interne. Donc, du coup, on va chercher un fournisseur, un partenaire extérieur qui, lui, l'a déjà fait dans l'alimentaire. Donc, OK, on sait que la compétence existe. Simplement, on n'a encore jamais collaboré là-dessus. Et on sait que déjà, sans travailler l'appétence, développer le médicament, c'est au minimum 2, 3, 5 ans. Ça dépend des pathologies. Et si on rajoute cette problématique d'appétence, on est prudent, on se dit, oui, c'est au moins, au bas mot, 3-5 ans, voire plus. Et on a le business qui nous dit, on veut être sur le marché les premiers, on veut gagner des parts de marché qu'on risque de ne plus jamais pouvoir avoir si jamais on n'est pas les premiers, en tout cas si on n'est pas très tôt sur le marché. Et quand on leur dit minimum au bas mot 3-5 ans, eux, dans leur idéal, c'est 2-3 ans grand max, quoi. Donc forcément, ça pose plein de questions, c'est compliqué, ça s'emboîte mal, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant les critères de succès, on en arrive à plusieurs aspects. Il y a le sujet de l'appétence. On sent que ça va être intéressant, mais en réalité, d'un point de vue usage, on ne l'a jamais pratiqué, donc il y a une zone de flou. Ça serait bien de découvrir un peu les usages au plus tôt. Il y a la complexité du médicament. Il y a l'enjeu business d'arriver très tôt sur le marché et en même temps, il y a le fait d'arriver quand même sur le marché avec quelque chose de sérieux, quelque chose de solide et donc qui demande du temps à être développé. En séparant les enjeux, grâce aux critères de succès, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est qu'en réalité, l'entreprise va séparer le sujet en deux sur un axe particulier. C'est d'abord, on va aller tester, délivrer de la valeur sur l'appétence et on va apprendre de ça parce qu'on ne sait vraiment pas comment les propriétaires d'animaux de compagnie vont se comporter. Et ça va redonner du bol d'air aux équipes R&D qui vont pouvoir travailler sur la partie pharma, sur la partie médicaments, mais cette fois avec une pression un peu moindre sur le délai. D'accord ? Si une équipe R&D au bout de 3-5 ans n'a toujours pas fini, si on n'est pas encore sur le marché, la pression va se tendre. Si par contre, dès la première année, c'est ce qui s'est passé, dès la première année, puisqu'il n'y avait plus la partie médicaments, dès la première année avec le partenaire, ils sont arrivés avec une proposition intéressante qui ne concerne pas tout le marché, qui concerne des acteurs, on va dire, plus ciblés, mais pour lesquels on dit, vous avez des choses à faire manger à votre chat et vous n'y arrivez pas, on va vous proposer des solutions d'appétence. Eh bien, dès la première année, on est sur le marché. Ça nous permet de trouver ces clients, de leur délivrer de la valeur, d'apprendre de leurs usages et donc de réalimenter le processus de développement du médicament. Et dans les faits, c'est ce qui se passe encore actuellement, c'est que ça alimente le projet, ça le bonifie. Donc on gagne 2 fois, on arrive très tôt sur le marché, on trouve des clients, on développe la marque autour de ça, la proposition de valeur autour de l'appétence, et en même temps, la partie nouveaux produits pharma, s'en retrouve amélioré. Pour vous donner quelques exemples, ce qu'on découvre, pour ne pas tout dévoiler, mais quand même quelques aspects, c'est que par exemple, certains chats vont adorer certains goûts ou certaines odeurs pendant quelques jours et s'en lasser.
donc il y a besoin d'avoir une rotation. Et puis d'autres, ça va durer potentiellement 3 semaines, 3 mois, et ils vont pas s'en lasser. Je vous passe les détails sur le type d'odeur, écrevisse, sardine, machin. Ok. Des questions sur cet exemple? Ça va? Ok. Je passe à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est celle des couloirs de nage. Alors d'abord, je vous en donne plein d'exemples dans la vie de tous les jours. En fait, on en a tout autour de nous, on s'en rend pas compte, mais en fait, on en a les effets bénéfiques en permanence. Si jamais vous étiez, par exemple, en retard à la bourre sur un projet côté boulot ou sur n'importe quelle activité côté perso, est-ce que vous diriez je vais sauter le repas pour pouvoir économiser ce temps? Éventuellement, vous allez le faire une fois. Est-ce qu'on peut dire que ce rythme sera soutenable et cette performance sera durable, ou cette robustesse sera durable, pour le dire comme ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est durable, c'est viable de se dire tiens, tous les jours, je gagne du temps en zappant les repas? Je suis surpris qu'il n'y ait pas tout le monde qui fasse non, ok. Oui, mais toi, c'est parce que tu aimes bien manger. je te vois. Coucou Moulay. Pareil, est-ce que vous diriez, tiens, je vais gagner un tiers de ma capacité en ne dormant plus? Ouais, on peut le faire un jour ou deux, mais là encore, c'est pas durable. Est-ce que vous diriez, tiens, ce week-end, il y a le mariage de ma sœur, c'était prévu de longue date, je lui avais promis, c'est moi qui ramène les alliances et tout, mais comme je suis à la bourre dans mon projet, du coup, je lui ai demandé de décaler, sinon je peux pas y aller. À moins de déclencher une guerre familiale, on est d'accord que c'est pas ce qu'on va faire. Et ça vaut dans les deux sens d'ailleurs. Si jamais dimanche, je suis parti faire du canyoning et il faisait beau, il y avait beaucoup de monde et du coup, il y avait des files d'attente et du coup, j'ai pas pu faire tout le parcours. Donc, j'appelle le boulot et je dis lundi, je serai pas là. Merci de décaler toutes les réunions parce que lundi, je vais terminer mon canyoning. Là encore, on voit bien que ça va pas bien se passer. Et pour cet été, j'ai réservé des vacances, j'ai mes billets de train, j'ai mes billets d'hôtel, j'ai réservé des activités. Là encore, si quelqu'un me dit « le projet il est à la bourse, ça serait bien que tu décales ça au mois d'octobre », je vais dire « non ». Enfin, je veux bien être gentil et aider, contribuer, mais non, ça non. Là c'est trop, quoi. Tout le monde est à l'aise avec ça? Ok. On a tous des seuils différents. Mais ce qu'on observe ici, c'est que en fait, on s'en pose même pas la question. C'est inné, c'est culturel, c'est évident. Il y a les temps pro, il y a les temps perso. Il y a les jours de semaine, il y a les jours de week-end. Il y a les temps de travail et puis il y a les mois de vacances. Et là-dessus, à aucun moment, on le met sur la table comme une option possible. Encore une fois, à la marge, gros impact, on est à 2 jours de la dernière levée de fonds sinon la boîte s'écroule. Ok, bien sûr, il y aura des cas extrêmes. Mais ce n'est pas la pratique viable, normale, durable. D'accord ? Et ça, c'est évident pour tout le monde. Ok. Donc ça, c'est des exemples perso, mais on en a, alors toujours dans la vie perso, mais on en a des exemples du côté des professionnels. Par exemple, vous avez déjà vu des lignes de bus et de taxis, et vous étiez dans les 1, 2, 3 files de voitures où tout le monde est collé. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde la file libre et on se dit, on pourra y aller, quoi. Mais n'empêche que c'est quand même bien de savoir que les bus, les taxis vont pouvoir circuler sur une voie qui, la plupart du temps, est vide, mais qui est réservé, ce qui fait qu'à tout moment, un bus peut promettre à quelle heure il sera à la gare, à quelle heure il permettra d'arriver à tel endroit. Et ça, c'est quand même appréciable, plutôt que de se dire « ouais, je suis dans le bus, mais il y a des bouchons, je devais mettre un quart d'heure, je mettrai 1h15 ». Non, enfin, idéalement, on aimerait que ces couloirs permettent justement de garantir les temps de traversée. Alors bien sûr, il y a l'exemple des taxis, des bus. On en a énormément d'exemples. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés un jour chez un spécialiste, un ophtalmo, un dentiste, etc. Ok, super. Le rendez-vous, vous l'avez pris combien de temps à l'avance? Ouais, genre 3 mois, 6 mois ou 3 semaines. Voilà. Pour autant, cette personne-là, elle est peut-être en mode profession libérale un jour sur 2, les lundis, mercredis et vendredis. Et par contre, les mardis et jeudis, elle est par exemple aux urgences. Ou elle donne des cours. Ok. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en retard sur ses cours ou en retard sur ses rendez-vous qu'elle va impacter l'autre. En fait, on voit bien qu'on est sur des capacités différentes. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permet de tenir les engagements. Par exemple, le lundi, elle a eu affaire à un glaucome ou je ne sais pas quoi, ou le dentiste qui a dû poser une couronne. Ok. Mais ce n'est pas parce que cette chose-là s'est bien ou mal passée que le lendemain, il dit, bon, les étudiants, je devais vous voir aujourd'hui à 8h, ça sera dans 3 jours à 10h.
Bah non, c'est calé depuis 6 mois et ça bouge pas. Et ça vaut dans les deux sens. D'accord ? Encore un exemple, les urgences. Alors désolé pour ceux qui vont se remémorer un vieux souvenir. Vous avez peut-être, comme moi, passé plusieurs heures aux urgences. Quelques-uns, ouais, je vois des têtes. Ok, bon, je ne vais pas vous faire trop souvenir de ça, mais quand même, on va faire une expérience de pensée. Moi, je vais me souvenir de cette période-là. Je suis dans la salle des urgences. J'ai déjà passé le guichet, je me suis enregistré, j'ai le petit bracelet, ok. Ça fait quelques heures que j'attends. Et puis d'un coup, arrivent genre les pompiers ou je sais pas qui. Ça fait un brouhaha pas possible. Et ils arrivent. Et alors là, il y a quelqu'un qui arrive en mode un truc incroyable, quoi. Le bras comme ça, la hache. Enfin, on voit des trucs, ok. Et cette personne, elle passe devant nous. Et elle est traitée tout de suite. Alors, effectivement, sur le coup, on se dit, ouais, quand même, moi, ça fait des heures que j'attends. Mais en même temps, on redevient vite un peu humaniste en se disant, ok, moi, c'est vrai, ça fait mal, ça fait longtemps, mais je reconnais que cette personne, si on ne la traite pas maintenant, bah, dans les 5 minutes ou 2 heures, elle est chiquée, quoi. Elle est morte. Donc, on reconnaît que, bah, heureusement qu'elle a pu être traitée tout de suite. Mais ça veut dire quoi, ça ? On va se lever, virtuellement, hein, on va se lever, et on va aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Si elle a pu être traitée tout de suite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des médecins disponibles, des infirmiers disponibles. C'est-à-dire qu'il y avait un bloc opératoire disponible. En fait, il y avait tout de disponible, et moi, je suis quoi ? Bah, je suis dans la salle d'attente depuis 2 heures. Ça fait bizarre, ça, non ? Enfin, repasser le film, c'est ce qui se passe systématiquement. Simplement, ces personnes et ces outils, ces moyens qui étaient disponibles n'étaient pas sur la même file. Il y a la file des bus, et puis il y a la file pour les voitures. Et donc, moi, j'attends sur la file bobologie. Alors oui, ça fait mal, oui, c'est pénible, oui, je suis fatigué, oui, je suis parti sans mes affaires, oui, j'ai pas mangé, ok. Mais c'est bobologie. C'est pas la même file que bah, dans 1 heure, il risque d'y passer, quoi. D'accord ? Et on va dire, d'un point de vue citoyen, je suis content de savoir qu'il y a des moyens qui, la plupart du temps, ne servent pas, mais qui, au moment où il y en a besoin, sont directement disponibles. Tout le monde est à l'aise avec ça ? Là encore, c'est un exemple de couloir de nage. Et puis, on en connaît d'autres, par exemple sur le côté VIP. Si vous avez déjà été dans des concerts, vous avez par exemple je sais pas, au 4e ou 10e rang, et ben, il y a des places vides et on se dit, bah, moi je suis arrivé 1 heure avant, c'était placement libre, et puis là il est marqué réservé, puis il n'y a toujours personne. Et puis des fois, pendant tout le spectacle, il n'y a vraiment personne. Oui, mais si monsieur ou madame la maire accepte finalement de se libérer et d'être là, eh bien, il faut que cette place soit disponible. Là encore, c'est une autre manière de voir les couloirs de nage. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est qu'à partir du moment où, avec nos yeux, on arrive à imaginer que le travail non tangible qu'on manipule tous les jours dans les produits et les services se matérialise en réalité par des couloirs type fil de bus, des couloirs de nage, c'est comme ça qu'on les appelle dans la littérature, comme à la piscine. D'accord ? Il y a tout le monde qui fait plein de choses à côté, n'importe quoi. Et puis il y a ceux, les pros, qui font des allers-retours bien propres, et je ne sais pas comment ils font pour aller si vite. Eh bien, on voit bien qu'on a protégé des allocations différentes. Ce n'est pas une question de quantité. Le couloir des pros, il n'est pas forcément plus important ou plus petit que le couloir de monsieur ou madame tout le monde qui nage à côté. Mais le fait de cloisonner ces flux fait que, bah, d'un côté, si je veux promettre quelque chose et que je veux le tenir, dans 100% des cas, bah, je peux y arriver. Quand je dis 100% des cas, entendez bien, hein, hors cataclysme, d'accord ? Mais dans le flux quotidien des semaines, des mois, des années qui filent, eh bien, globalement, on tient les engagements qu'on prend. Et comment on arrive à faire ça ? Parce que justement, on a ces couloirs de nage. Et ce qui se passe de bien ou de mal dans un des couloirs n'impacte plus jamais ce qui se passe de bien ou de mal dans l'autre couloir. D'accord ? Alors, 2 messages par rapport au couloir de nage. Bien sûr, ça c'était l'aspect théorique. La réalité, c'est que dans nos projets, dans nos produits, dans nos services, dans nos équipes, il peut y avoir des interdépendances. Ça peut exister. Donc, bien sûr, important, c'est de les identifier. Si possible, les réduire. Et dans certains cas, idéalement, les supprimer. Alors, tout ou partie, mais en tout cas, moins on en a, mieux on se porte. Et en plus de le faire par rapport au planning. Parce que si je commence à dire, j'ai planifié quelque chose de mon côté, mais ça ne marchera que si l'autre équipe, sur un autre outil, tient elle-même son engagement dans son planning, qui elle-même s'appuie sur un autre, etc. En fait, on fait une sorte de château de cartes et on est
plus jamais au courant de quelque chose, un micro-truc qui se passe ailleurs, et qui fait que par effet cascade, je me retrouve coincé sur les promesses que j'avais faites. Alors l'idéal, c'est de s'appuyer que sur ce qui existe déjà, comme ça je suis sûr de tenir mes engagements. Et si par contre je veux planifier quelque chose alors que ce n'est pas encore prêt de l'autre côté, si possible, là encore pour sécuriser, c'est de dire je le mets dans mon planning prévisionnel, mais je ne m'engage pas encore dessus tant que de l'autre côté, je n'ai pas suffisamment de garantie sur l'avancement. Par exemple, si ce n'est pas encore en cours, si ce n'est pas encore commencé, je ne l'engage pas. Je l'ai en visibilité, je sais que ça pourrait arriver à tel endroit, je m'y prépare, mais à aucun moment je dis ouais, tu l'auras en juin, alors que de l'autre côté, ils l'ont dans leur planning, mais ils n'ont pas encore commencé à travailler dessus. Si jamais c'est le cas, on sait qu'on commence à augmenter le risque que ça foire. Donc ça, c'est un premier conseil. Et puis, deuxième conseil, je sais à quel point cette pratique a l'air super intéressante potentiellement, en théorie, et que dans la pratique, elle pique, elle n'est pas évidente à mettre en place. Comme on dit, souvent les approches agiles, elles sont simples, pragmatiques, mais alors qu'est-ce qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre? Alors je vous propose de la mettre en œuvre en 3 étapes. La première, extrêmement simple, mesurer. C'est tellement ridiculement simple qu'il ne faut pas s'en priver. Mais combien de fois je vois des équipes qui piétinent et n'osent pas franchir le cap. Par contre, une fois qu'elles l'ont fait, ça y est, on peut cranter. Alors par contre, deuxième étape, ça c'est la plus dure, c'est protéger. Protéger les temps faibles face aux temps forts. Je vais donner un exemple juste après. Et enfin, le troisième, qui n'est pas plus compliqué que ça, qui n'est pas hyper facile, mais c'est de réguler les curseurs. Mais seulement une fois qu'on a fait les 2 premières étapes. Alors je vais tout de suite donner un exemple en entreprise. Pour essayer de rendre la chose la plus claire possible. Ici, on est dans une entreprise dont le métier historique qui remonte à plusieurs décennies, c'est ce qui est à gauche avec le camion, les transports. Donc c'est une entreprise dont le métier consiste à transporter des marchandises entre différents pays. Alors je crois que de mémoire, le premier pays avec lequel ils ont commencé, genre il y a 50 ans, c'est entre France et Italie, puis après ils ont commencé à faire plein de pays un peu de partout. Et ils ont d'abord commencé par des marchandises non périssables et un petit peu d'activité sur des marchandises périssables, mais essentiellement non périssables. Ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, c'est que quand on fait ça, surtout que oui, ils sont sur un modèle à volume fort et marge faible. Donc, ils sont vraiment dans l'optimisation et la maîtrise des flux. Quand on fait ça, ça tire un deuxième axe qui est super important, c'est celui des flux financiers. Parce que ça veut dire que, par exemple, à quel moment j'engage des frais par rapport à quel moment je suis payé, bien sûr, ça compte et chaque journée compte. Ça veut dire aussi qu'entre les TVA des uns, des autres, les incoterms, les douanes, etc., il y a des flux financiers qu'il faut maîtriser. Ça veut dire aussi qu'on travaille dans différentes devises, donc ça veut dire qu'il faut faire attention au taux de change, et puis des fois, il vaut mieux le faire dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est un deuxième axe, l'axe financier. Ça tire un troisième axe, c'est qu'on travaille avec des réglementations différentes par pays, différentes au sein du même pays, parce qu'on applique différentes lois, la loi du pays, la loi du secteur, la loi européenne, etc., les lois d'autres organisations mondiales. Et que bien sûr, ces réglementations peuvent évoluer. Et puis des fois, on annonce qu'elles vont évoluer, puis finalement, elles ne le font pas, ou pas comme on l'entendait. Donc ça, c'est historique. C'est déjà le cas depuis très longtemps. Et puis, depuis, on va dire, depuis leur passage à l'informatique, que je situe, d'après ce que j'ai pu comprendre, au tournant des années 90, le paquet cadeau ici symbolise le côté sur mesure, c'est-à-dire pour chaque client, on va commencer à faire des choses un peu spécifiques, on va être un petit peu aux petits oignons, et donc potentiellement des façons de faire différentes d'un client à un autre. Alors ça peut être d'un client à un autre, ça peut être d'un type de produit à un autre, etc. Et puis un autre virage que je situe beaucoup plus récemment sur l'ère qu'on appelle du digital ou du web 2.0, c'est la notion de service en ligne. Et alors là, pour le coup, le jour où ils marchent là-dessus, ils se rendent compte que c'est le futur. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est à gauche ne les paye pas, au contraire, c'est ce qui fait que la boîte existe et est viable. Par contre, ils sentent bien que le marché à gauche se tend, est compliqué, concurrentiel, marge faible, et on est soumis à des fluctuations, donc c'est périlleux. Et ils sentent bien que de l'autre côté, entre le sur-mesure par client qui permet d'attirer, fidéliser, et surtout les services, et notamment des services
à haute valeur ajoutée qui vont remonter les chaînes amont, les chaînes aval sur comment je traite les informations de commande, comment je traite les informations par exemple, de facturation, de suivi, de reporting, etc. Ils sentent bien que sur ces services-là, il y a un potentiel, je vais utiliser ce mot-là, de scalable. C'est-à-dire qu'ils y mettent un peu d'énergie, mais en réalité, ils peuvent en tirer des leviers de croissance. Donc, voilà, ils savent qu'ils ont une assise qui leur permet de vivre aujourd'hui, puis ils savent qu'il y a des leviers de croissance à aller chercher. Alors, vous allez me dire, jusqu'à là, so what, ok, c'est une entreprise comme une autre avec ces cinq dominantes, ok. Sauf que le service informatique, il n'est pas très grand et il se prend en frontal toutes les demandes. Et chacun arrive tous les jours avec ah ben moi pour le financier il me faut ci, ah non mais moi attends sur les transports il me faudrait ça, etc. Alors pour ce que je vous présente ici, je vais me concentrer uniquement sur la partie projet d'études et développement. Je ne regarde pas la partie qu'on appellerait run, la partie exploitation, parce qu'ils ont quand même des activités dessus. Par exemple, il y a ce camion qui devait passer cette douane à tel endroit, à telle heure, et puis il n'y est pas, il est passé par un autre chemin pour X raison, il faut gérer. Bon, ça, il le gère en exploitation, ok. Mais par contre, il y a les projets d'études et développement, et les équipes informatiques sont mobilisées sur ces différents aspects. Ils ne sont pas très nombreux, et ils se prennent en frontal des quantités de demandes, et puis c'est tous les jours, ça tombe, très difficile d'avoir de la visibilité. Alors bien sûr, ils râlent. Premier symptôme évident, c'est on manque de bras. Ok, bon, ça, qui n'en manque pas. Mais deuxième symptôme, c'est il faut prioriser, qui est un symptôme tout à fait louable. Alors moi, je vous le dis avec mes mots, on ne devrait jamais essayer de prioriser entre eux des sujets qui sont dans des axes de valeur différents. Ça n'a juste pas de sens, quoi. C'est comme si on disait tout à l'heure, dans ma vie pro, j'ai 3 projets en cours. Puis dans mes activités du week-end, j'ai le mariage de ma sœur et l'anniversaire du cousin. Alors comment je priorise? Mais est-ce que ça veut dire que je priorise un projet pro par rapport au mariage de la sœur? Enfin, c'est juste, à un moment donné, ça fait juste pas sens, quoi. D'accord? D'ailleurs, si je demande aux interlocuteurs, il y en a un pour qui c'est évident, bah, s'il vient à mon mariage, puis il y en a un autre, c'est évident, c'est bah non, mais ça, c'est du perso. Voilà. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire? En termes d'allocation de capacité, la première chose, je vous rappelle les 3 étapes, 1, mesurer, 2, protéger, 3, réguler. La première chose que je leur propose, c'est continuer à travailler comme vous le faites aujourd'hui. Par contre, vous allez rendre visible la quantité d'énergie que tous les jours vous dépensez, toutes les semaines vous dépensez, répartie selon ces 5 axes. C'est-à-dire, en gros, pour qui vous travaillez, combien. Voilà. C'est ça la question qu'on cherche à obtenir. Et donc, en quelques semaines, ce qu'on voit apparaître, c'est ça. C'est aujourd'hui, alors que tout le monde a plein de demandes de partout, on voit que sur la partie transport historique, il y a 10% de l'énergie qui est dépensée. On voit que sur finance et réglementaire, ils y passent 0. Alors 0, la virgule, quoi. Par contre, on voit que sur la personnalisation, ça leur prend une énergie de dingue, 60%. Et on voit que sur les services, les leviers de croissance, ça leur consomme 20%. Ben ça, on le rend visible et on monte voir le COMEX et on le présente ça. En fait, on dit la situation aujourd'hui, la photo, c'est voici comment on dépense le gasoil, le carburant qu'on met dans le moteur. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est que du coup, le COMEX exprime son souhait d'allocation. Il va dire, ben, ça, bien sûr, ça ne me va pas. La question qu'on lui pose, c'est, mais combien tu voudrais? Il a du mal à se prononcer. Donc, ce qu'on lui dit, c'est, ce qu'on dit au COMEX, c'est, on va faire une proposition, on va établir une allocation, et puis on va voir à quel point elle convient, on va voir à quelle vitesse descendent les piles de travail, les backlogs de travail, et puis en fonction de ça, on aura l'occasion, si besoin, de réguler. Ce qu'exprime le COMEX, c'est de protéger l'allocation qui est la suivante. 20% sur la partie transport, 10% sur respectivement le financier et 10% aussi sur le réglementaire. Seulement 20% sur la personnalisation. Donc là, on voit effectivement le loup. Le loup, il est là. C'est qu'on dépense une énergie de dingue sur la personnalisation, alors que le COMEX dit, OK, la personnalisation, c'est bien, mais pas plus que 20%. Et par contre, le levier de croissance, il aimerait qu'on y passe 30%. Bon, OK, donc ça, c'est le souhait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue de mesurer et on commence à essayer de protéger. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, la somme fait pas 100, elle fait 90, parce que cette entreprise a déjà comme hygiène, en tout cas cette équipe informatique a déjà comme hygiène de protéger 10% de son temps pour plein d'autres choses. L'amélioration continue, des réunions ou des instants, des moments d'entreprise, etc. Donc elle a déjà 10% de son énergie qui, entre guillemets, est déjà protégée. D'ailleurs, anecdote,
c'est grâce à cette protection qu'elle a pris du recul et qu'elle me fait intervenir. Ça veut dire que si elle ne protégeait pas ces 10%, peut-être que juste elle n'aurait jamais appelé à l'aide à l'extérieur. Donc ça, c'est le souhait, et l'équipe essaie de protéger ça. Et en faisant ça, alors bon an, mal an, elle y arrive plus ou moins, il y a des petits dépassements par-ci, des creux par-là, mais on se rend compte, du coup, ça devient visible de voir à quelle vitesse les backlogs descendent. Et en faisant ça, voici ce qui est proposé comme régulation, c'est de dire, OK, je vois bien que ça ne descend pas assez vite en ce moment côté réglementaire et côté financier, évidemment, puisque ça fait un certain temps qu'on fonctionnait en mode, en fait, on leur livrait rien. Et du coup, le COMEX et le service informatique conviennent de dire, pendant 6 mois, on va placer les curseurs à 15% sur financier, 15% sur réglementaire, et du coup, seulement 20% sur la partie levier de croissance, et on verra si on arrive à écluser suffisamment rapidement les backlogs de manière à revenir à la situation souhaitée. Donc c'est comme ça que petit à petit, ils arrivent à rentrer sur ces couloirs de nage. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où ils rentrent dans ce schéma-là, eh bien, ce qu'ils promettent d'un côté peut être tenu à 100%, quels que soient les événements qui viennent perturber par ailleurs. Alors j'ai quand même indiqué quelques flèches parce que y a des sujets qui se retrouvent quand même des fois un peu liés. Donc effectivement, ils sont quand même prudents sur les interdépendances. Ça va, des questions? C'est assez clair? Ok, super. Et enfin, troisième technique qui historiquement, je trouve, était pas assez connue, pas assez déployée, utilisée, qui pour moi fait partie des top 1, 2, 3 des pratiques les plus importantes en agilité, qui est le Carpaccio défend. Comment découper la valeur extrêmement finement, ce qui donne plein d'effets induits positifs. Aujourd'hui, je reconnais que ça s'est un peu démocratisé, heureusement. Enfin, je dis heureusement, c'est mon jugement. Alors, la question que je vous pose, c'est, par exemple, j'ai des entreprises qui des fois me disent c'est très simple, tu ne comprends pas notre activité, je vais te la résumer, on veut être le Airbnb ou le Abritel de tel secteur. Et donc, la question que je leur pose, c'est OK, et à votre avis, il faut combien de temps pour faire Airbnb ou Abritel? Mais de la même manière, je vous pose la question, il faut combien de temps pour élever un enfant? Voilà. Ouais, compliqué. Non, c'est pas compliqué, la réponse est simple, hein, c'est potentiellement une infinité de temps. Meilleure démonstration, aujourd'hui, Abritel, Airbnb, est-ce qu'ils ont fini leur développement? Bah non, ils continuent. Alors ça finit quand? Bah potentiellement jamais. En fait, il ne faut pas confondre produit et projet. Un projet, il a un début, il a une fin, il a des moyens, il y a un but qu'on voudrait atteindre, on l'atteint ou on ne l'atteint pas, c'est une chose, mais un projet, c'est faire du mieux qu'on peut dans les moyens qu'on se donne. Un produit, c'est potentiellement une vie infinie. Un produit, tant qu'il y a quelqu'un pour l'utiliser, l'acheter, le fabriquer, bah, il peut ne jamais s'arrêter en fait. Et donc, un des leurs, c'est de se dire combien ça coûte, combien de temps il faut, alors qu'on n'est pas en train de parler d'un projet, mais d'un produit. Bah, potentiellement une infinité. Donc, si on me dit je veux un Airbnb-like, si on me dit il faut élever un enfant, bah, je dis potentiellement c'est une infinité. Ou alors, on le traite en mode projet et on se dit quoi qu'il arrive, à 18 ans, il est majeur, j'ai plus accès à ses comptes, c'est ses comptes bancaires, il décide, il est autonome, et s'il veut partir travailler en Chine pendant 5 ans, c'est son choix. Je peux argumenter, je peux donner mon avis pour ou contre, je peux dire plein de choses, mais à la fin, il choisit. Donc ça veut dire que, comme par hasard, on est tous différents, mais comme par hasard, on est tous majeurs à au même âge. Ce qui est en soi interpellant. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, la question ici, c'est plutôt que de se dire combien de temps, combien d'argent, l'idée c'est dans les moyens qu'on se donne, et si je devais même challenger, je dirais en bon agiliste, dans des moyens volontairement contraints, c'est-à-dire avec les moyens déjà disponibles, quelle est la meilleure valeur ajoutée que je peux délivrer? Il vaut mieux être capable de délivrer de la valeur avec les moyens disponibles, quitte à ensuite gagner la confiance et aller solliciter des moyens supplémentaires, plutôt que de dire on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas assez de moyens. Ce qui en soi est une raison valable, mais aussi une excuse de ne pas avancer. Alors quand les entreprises comprennent ça, c'est que c'est quand même assez clair, elles me disent ok, on va appliquer, mais en fait il y a un autre biais, c'est que même à l'échelle à une échelle de granularité beaucoup plus fine, genre pour parler par exemple en termes de produits informatiques, en termes de fonctionnalité, en termes de story, en termes de règles de gestion, même à ce niveau-là, potentiellement, le potentiel est infini. Le potentiel de valeur est infini, même à un niveau très fin. Par exemple, une équipe me présente une règle de gestion sur un cas très simple.
Et finalement, je tire la plot, je questionne, je change, et puis je me rends compte que finalement, des combinatoires, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croirait. En fait, si on n'y prend pas garde, rien qu'un petit sujet, on peut déjà tirer la plot et se retrouver au bout de 12 mois et de dire ah ouais, mais on n'a pas fait cette partie, pourquoi? Ah, mais on est encore sur l'autre, mais elle est toujours pas finie. Ah ben non, il y a encore des trucs à faire, on découvre, etc. En fait, ici, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose, c'est pas seulement le fait de délivrer un peu de valeur, c'est aussi le fait d'aller expérimenter et de découvrir des choses qu'on ne sait pas. Ces découvertes, elles sont potentiellement très intéressantes, voire même elles sont encore plus rentables que ce qu'on avait déjà dans le pipe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut les faire dans l'absolu, et même s'il faut les faire dans l'absolu, ça ne veut pas dire qu'il faut les faire maintenant. Et à la rigueur, il vaut mieux se dire, je les mets de côté, et j'y reviendrai, et il vaut mieux aller chercher, pour le dire comme ça, un 80-20 sur différents aspects, différentes fonctions, différentes stories, différentes features, différents thèmes, etc., différents axes de valeur. Il vaut mieux aller chercher ces 80 un peu de partout, quitte à dire après, s'il nous reste du temps, s'il nous reste de l'argent, ok, pourquoi pas aller fignoler, compléter, sachant qu'encore une fois, le potentiel est infini. Alors concrètement, le Carpaccio, comment ça marche? Très simple. C'est quoi une tranche de Carpaccio? C'est un seul choix. Certains diront que c'est un test d'acceptance. Certains diront que c'est c'est une situation, c'est un cas de test. Alors, quand on présente ça, quand je présente ça, souvent on me dit oui, mais alors si je commence à faire des Carpaccio de partout sur tous mes sujets, je vais avoir déjà un travail colossal pour exprimer ces tranches de Carpaccio, et puis je vais avoir une quantité de tickets, de sujets à manipuler qui est énorme. Alors je vous donne une façon quand même légère, pragmatique de gérer les Carpaccio. J'ai un gros sujet. Ce sujet, je veux le tacler petit morceau par petit morceau. Je vais le slicer, le découper, et en faire une, deux, trois, quelques tranches de Carpaccio, qui d'ailleurs sont plus faciles à regrouper quand on voit que c'est suffisamment simple, que le contraire. Donc ok, je prends une, deux, trois tranches de Carpaccio, et ça c'est ce que je peux engager, je mets en cours, et je peux même les terminer. Et ça veut dire qu'à chaque instant, j'ai d'un côté les petits paquets que j'ai déjà délivrés, ok, ceux qui sont finis, j'ai un ou quelques paquets en cours, et puis j'ai tout le reste. Le reste, il n'est pas encore en Carpaccio, mais je veux quand même le défricher un peu. Comment je fais? Je regarde tous les paramètres qui peuvent bouger, je les liste dans des tableaux, dans des colonnes. Par exemple, si je suis dans l'assurance, je vais dire ça dépend de la géographie, ça dépend de la situation matrimoniale, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend des antécédents contractuels, etc. Eh bien, je vais regarder toutes les possibilités. Par exemple, il peut être en ville, en banlieue, en rural, etc. Il peut habiter en appartement, en maison, en loft, en yourte, etc. Il peut avoir un garage, un emplacement, un box ou pas d'emplacement. Et maintenant que je vois ça, j'ai une meilleure visibilité de ce qui resterait potentiellement à faire. Mais par contre, je peux l'exprimer sous forme d'un tableau de combinatoire de manière très léger, synthétique, visuelle. Et c'est ça qui permet de dire, je travaille en mode Carpaccio, mais ça ne me coûte pas un bras d'un point de vue administratif, d'un point de vue gestion. Alors du coup, il y a un des effets de bord positifs, il y en a plusieurs. Un des effets de bord positifs, c'est qu'à partir du moment où on découpe volontairement trop finement la valeur, ça nous crée une métrique du genre, on arrive à délivrer X morceaux de Carpaccio par jour, semaine, etc. Et cette métrique, un des effets de bord, c'est que potentiellement, elle est plus puissante que nous pour prédire le futur proche, encore une fois, si le système est suffisamment stable. Je me réfère pour ça aux couloirs de nage. Et donc, ça veut dire que ma métrique qui me dit mon équipe arrive à délivrer entre, par exemple, 10 et 12 tranches de Carpaccio par jour, si je le projette sur les X semaines passées et je le projette sur les X semaines futures, je me rends compte que quand on doit me poser la question dans combien de temps j'aurai telle quantité, je suis capable de répondre avec un niveau de confiance assez fin. Et si par contre on me dit j'ai une date fixe, combien j'aurai, là encore je peux répondre avec une projection assez fine, et ce, sans faire d'estimation. Et ça peut être un levier intéressant. Alors, un petit exemple rapide. Une entreprise qui a plusieurs marques, une vingtaine de marques. Chaque marque est dans des secteurs activités, sport différents, ski, vélo, running, etc. Et sur la partie ski, il pose une question à une équipe informatique. Il lui dit, est-ce que tu pourrais nous aider à vendre des produits sur tablette dans les magasins? Okay. L'équipe commence à produire un backlog énorme.
alors là j'ai juste mis quelques exemples, mais entre les équipements type casque, masque, blouson, ski, chaussures, etc. Donc il y a des quantités incroyables de produits. Et puis, ça pose plein de questions du genre, mais comment on va manipuler la tablette? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est le vendeur? D'ailleurs, est-ce que c'est l'un puis l'autre ou le contraire? Est-ce qu'ils le font avant la vente ou est-ce que ça se fait après la vente? Est-ce qu'il le fait depuis chez lui? Enfin, bon, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il veut essayer les équipements alors parce qu'on les a pas dans la bonne taille, pas dans la bonne couleur, bon, peu importe. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à la notion d'achat, de panier, ou est-ce que c'est juste une manière de regarder un peu les possibilités, puis après de passer en caisse? Est-ce qu'on va jusqu'à la partie est-ce qu'il se fait livrer? Est-ce qu'on lui prépare son achat, il vient le récupérer plus tard? Bon, ça soulève plein de questions. Vous l'aurez compris, là j'en mets juste un tout petit peu. Et donc ils viennent me voir en disant on a un backlog gigantesque, le business veut des réponses et des solutions dans un timing beaucoup plus court. On se retrouve coincé, comment on fait? Comment on fait pour exprimer, rédiger ce backlog, pour l'estimer et puis pour s'entendre avec le business sur les priorisations. Je creuse, je regarde les critères de succès, ça vous l'avez déjà compris. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, quand on creuse les critères de succès, on s'aperçoit que, alors, j'enfonce une porte ouverte, l'idée c'est de vendre plus. Ok, jusque-là, boîte financière, pas de surprise. Mais quand on gratte avec les parties prenantes, on s'aperçoit que c'est pas seulement vendre plus, ils lâchent un mot qui m'interpelle, ils disent vendre plus au mètre carré. Ça m'interpelle, du coup je gratte. Et en creusant, je me rends compte qu'ils veulent dépasser une certaine métrique de vente, de chiffre d'affaires en euros au mètre carré. Pourquoi? Par rapport à des surfaces de magasins. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en réalité, ils ont déjà en leur possession ou ils ont déjà dans le viseur des locaux commerciaux dont personne ne veut à certains endroits, que eux aimeraient bien acquérir, ça leur permettrait d'étendre le maillage, et en même temps sur lequel ils ont une question clé, c'est est-ce qu'on sera suffisamment capable de vendre au mètre carré, d'où la notion de vente au mètre carré, dans des locaux si petits pour lesquels on doit faire des compromis hyper durs entre la place dans le magasin et la place dans le stock qui se retrouve très contraint, de manière à ce que ces boutiques soient suffisamment viables. Sinon, on ne fait pas l'acquisition ou sinon, on ne lance pas le sujet. Donc, c'est ça qui m'interpelle. Hop. Et du coup, en appliquant le Carpaccio, la proposition est la suivante. On va prendre une seule boutique, on va prendre une seule marque, on va prendre un seul usage consommateur, on va prendre un seul client, un seul besoin, on va leur proposer une seule solution et on va aller aujourd'hui, avec les moyens déjà disponibles, dans une seule boutique. Alors il se trouve qu'à l'époque, bizarrement, ils ont la boutique qui est la plus friande pour expérimenter, qui est la boutique qui rencontre le moins ce type de problème, puisque c'est la plus grande boutique qu'ils ont. Alors je ne savais pas qu'elle était à Toulouse, bon ça m'a surpris, mais ok. Et donc leur plus grande boutique, elle est à Toulouse. Donc là où ils ont le moins de problèmes d'un point de vue vente au mètre carré. Par contre, comme ils sont volontaires pour expérimenter, eh bien c'est l'endroit où on propose, tiens, on va mettre quelque chose, d'abord fake, d'abord simulé, falsifié, et ensuite petit à petit incrémenté en termes de valeur, et on va faire nos hypothèses. On va dire, tiens, on va travailler sur ce qu'on croit être intéressant, on va le tester et on va voir comment réagit le client, comment réagit le vendeur, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est des problèmes de taille, de coloris, est-ce que c'est un problème d'achat global, est-ce que c'est un problème, etc. Et c'est comme ça que finalement, en testant, eh bien, ils découvrent quels sont les besoins. Donc, par exemple, le côté taille-couleur, le duo taille-couleur devient prégnant. C'est-à-dire que j'ai essayé un truc, un blouson, il me va super bien, j'ai pas le bas associé, il n'y a pas la bonne taille, la bonne couleur. J'aimerais être sûr que ça aille bien avant de faire l'achat. Et ils se rendent compte que se voir dans un miroir ou un truc simulé ou relative augmenté, peu importe, devient super intéressant, mais que par contre, la partie achat, caisse, etc., c'est vraiment pas le sujet, quoi. Si cet usage s'avère juste, alors on voit bien que d'un seul coup, il y a plein de développements qui étaient envisagés qui deviennent finalement potentiellement abscons. Voilà. C'était les 3 techniques que je voulais vous partager. On est pile sur le temps de fin, ok. Ce que je vous propose, c'est si jamais vous voulez prendre le temps des 20 minutes avant la keynote de clôture, bien sûr, sentez-vous libre. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, on peut rester soit comme ça ou soit venir discuter ici informellement.